je me suis décidée le jour où je me suis sentie poussée dans les escaliers par quelque chose et que j'ai pas réussi à me rattraper avec mes mains. C'est comme si elles étaient bloquées en arrière et j'ai dit là, il va nous arriver des trucs. Là, il faut vraiment que j'arrive à cerner. Et plus je cherchais ce qui se passait dans la maison, pire c'était. Plus je faisais intervenir quelqu'un qui pouvait m'aider à nettoyer énergétiquement, pire c'était. On me disait récite telle prière, essaye d'invoquer tel ange ou archange, ça ne faisait qu'empirer la situation. Et j'ai réussi à comprendre, ou en tout cas à rassembler certaines parties de puzzle, mais qui ne sont pas assemblées complètement à partir du moment où j'ai déménagé de cette maison. C'est vraiment en parlant avec des personnes locales qui vivent là depuis très longtemps, qui connaissent très bien ce lieu, qu'on m'a dit que c'était un des emplacements où il y avait eu par le passé des exécutions en public. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans ce nouvel épisode interview, j'ai le plaisir de vous présenter Anastasia, praticienne en soins énergétiques, qui a notamment développé ses compétences à travers la radiesthésie, autrement appelée le pendule. C'est sur ce sujet qu'on va principalement se concentrer durant cet échange, mais Anastasia nous parlera également de son parcours spirituel, ainsi que de son podcast Harmonie énergétique. Je remercie très sincèrement Anastasia pour ce partage plein de sens et merci évidemment à vous tous pour votre fidélité. Je vous souhaite une très belle écoute. Anastasia, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast Entre deux mondes. Je suis ravi de te recevoir. Pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter ? Alors bonjour Xavier, merci à toi aussi pour cette invitation. Je suis vraiment contente d'être là avec toi aujourd'hui. Moi je m'appelle Anastasia et je suis praticienne en radiesthésie. Donc la radiesthésie, c'est en fait utiliser un pendule pour arriver à trouver toutes sortes de nuisances, que ce soit sur une personne ou dans un lieu. Et d'arriver bien sûr à les nettoyer. Ok, on va y revenir parce qu'effectivement, ça va être un peu la thématique de cet épisode. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu es arrivé vers ce parcours spirituel, disons ? Oui, alors ça va faire, on va dire, 3 ans maintenant, vraiment, suite à un déménagement et à une maison dans laquelle j'ai vécu, où il a commencé à se produire des choses assez, on va dire, des phénomènes, que j'avais un peu du mal à m'expliquer. J'ai jamais vraiment été portée là-dessus, sauf que quand ça a commencé à se présenter à moi, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions en fait. Et ça a commencé en 2018 et ça s'est amplifié pendant ma première grossesse. Donc j'avais tendance à beaucoup remettre ça sur le compte de ma grossesse, n'étant pas habituée à ce genre de choses. Et surtout ne sachant pas vraiment à qui parler de ces choses-là, je le gardais beaucoup pour moi. Donc il y a comme une sorte de mal-être un petit peu qui s'était installé parce que je me posais beaucoup de questions et je me remettais moi beaucoup en question par rapport à ce qui se passait dans la maison, à ce que je pouvais voir et entendre aussi. D'accord, concrètement, ça se manifestait comment ? Alors concrètement, on va dire que les premières fois, c'était surtout la nuit où je me sentais comme attaquée par quelque chose ou par quelqu'un. Je dirais plutôt quelqu'un parce que je pouvais comme sentir des mains autour de mon cou qui essayaient de m'étrangler. Et en fait, en ouvrant les yeux, je pouvais voir la silhouette de cette femme voilée de noir. Ouais, c'est flippant. J'ai réveillé mon mari plusieurs fois en criant, qui se disait « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Et j'avais l'impression même, je finissais par me débattre dans le lit comme si j'essayais de me battre. Et ce qui m'avait interpellée, c'était qu'en fermant les yeux et en les rouvrant, c'était encore là. Et que quand on parle de terreur nocturne ou de paralysie du sommeil, on a la sensation de ne pas bouger, mais là, je savais que je bougeais et je savais que je le voyais. Et donc, ça a commencé comme ça. Ensuite, ça a continué au fil du temps d'avoir l'impression de sentir quelqu'un qui soufflait dans mon cou, d'entendre des pas d'enfants courir autour du lit, de me réveiller la nuit, d'entendre comme quelqu'un qui jouait de la flûte dehors, mais des choses assez vraiment bizarres. Il y a eu vraiment pas mal de phénomènes jusqu'à la naissance. Et tu étais la seule à les percevoir ou Ouais, j'étais la seule. Et la seule personne avec qui j'étais à l'aise d'en parler, c'était mon mari, mais qui n'avait aucune perception ou aucun ressenti ou qui n'était absolument pas dérangé dans son sommeil ni dans sa vie en général par rapport à ça. Donc, c'était assez difficile au début de comprendre aussi ce qui se passait là-dessus.
Est-ce que tu as pu comprendre avec le temps l'histoire de ce lieu? Ouais, bah écoute, avec le temps déjà, quand mon fils est né, ça a continué et je voyais que sur son comportement, que quand il avait l'âge de pouvoir pointer du doigt et de me montrer quelque chose qui l'effrayait, de me rendre compte qu'il se sentait beaucoup mieux à l'extérieur de la maison que dans la maison. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'avait assez marqué. Et en fait, ce qui m'a décidé à vraiment faire des recherches et à comprendre ce qui s'était passé dans cette maison éventuellement ou sur ce lieu, je me suis décidée le jour où je me suis sentie poussée dans les escaliers par quelque chose et que j'ai pas réussi à me rattraper avec mes mains. C'est comme si elles étaient bloquées en arrière et j'ai dit là, il va nous arriver des trucs. Là, il faut vraiment que j'arrive à cerner. Et plus je cherchais ce qui se passait dans la maison, pire c'était. Plus je faisais intervenir quelqu'un qui pouvait m'aider à nettoyer énergétiquement, pire c'était. On me disait récite telle prière, essaye d'invoquer tel ange ou archange, ça ne faisait qu'empirer la situation. Et j'ai réussi à comprendre ou en tout cas à rassembler certaines parties de puzzle, mais qui ne sont pas assemblées complètement à partir du moment où j'ai déménagé de cette maison. C'est vraiment en parlant avec des personnes locales qui vivent là depuis très longtemps, qui connaissent très bien ce lieu, qu'on m'a dit que c'était un des emplacements où il y avait eu par le passé des exécutions en public, entre autres. Et on n'était pas très loin d'un village qui s'appelle maintenant un peu un village fantôme. C'était pas sur Dubaï, la ville, c'était vraiment beaucoup plus éloigné. Et il y a un passé historique assez lourd aussi dans cette région, chose que je ne savais pas du tout. Voilà, donc mais c'est vraiment des choses que j'ai réussi à comprendre une fois qu'on était sorti de la maison. Je pense que on a vraiment eu besoin de partir pour arriver à prendre du recul et aussi à chercher de manière un peu plus rationnelle ce qui avait pu se passer et qui a pu impacter ce lieu. Ouais, c'est-à-dire qu'on va y revenir, mais il y a parfois des lieux où tout simplement on peut faire tout le travail énergétique qu'on voudra. Il y a un moment où il faut accepter de se dire que il faut bouger, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Et ce qui est important, je pense, à savoir aussi, c'est qu'on a tous certaines prédispositions, si je puis dire. Il y a des personnes qui vont le ressentir et d'autres qui vont pas le ressentir. J'ai eu l'exemple avec mon mari, par exemple, qui, lui, n'a jamais vraiment été affecté par ça. Mais ça va vraiment dépendre des personnes aussi, de comment on se sent sur le lieu. Donc toi, c'est ça qui a fait que tu t'es ouvert, entre guillemets, à cette spiritualité et puis à ces perceptions, j'imagine? Ouais, c'est vraiment ça qui a fait que, en fait, j'ai pas eu le choix. Malheureusement, ça s'est pas présenté à moi d'une manière agréable. J'aurais aimé voir des trucs plus sympas dans la maison, ou voilà, mais bon, c'était pas ça du tout. Mais c'est vraiment ça qui a fait que, déjà pour moi, pour apprendre à me protéger, pour apprendre à protéger un peu mon fils et pour arriver à vivre dans un environnement plus sain pour nous. Et c'est vraiment ça qui a fait que, oui, que j'ai comme pas eu le choix. C'était devenu comme une pulsion. Il fallait que j'apprenne, il fallait que je le fasse et c'est comme ça que c'est venu en fait. D'accord. Et concrètement, alors l'exercice du pendule, ce qu'on appelle la radiesthésie, comment tu y arrives? Alors, il y a plusieurs manières d'utiliser un pendule. Je ne fais pas du tout dans tout ce qui peut être divinatoire. Je vais vraiment travailler en lien avec ce qu'on peut capter de l'inconscient. Donc c'est l'inconscient qui va provoquer comme une sorte de micro-mouvement, de micro-vibration. C'est ça qui va faire bouger le pendule et qui va amener vers une réponse. Bien sûr, il faut savoir qu'avec un pendule, on travaille souvent avec des planches de radiesthésie qui ont déjà des possibilités de réponse. Donc il faut savoir aussi bien cerner la problématique avec les éventualités qui peuvent se produire, savoir vraiment comment utiliser ces planches également. Mais c'est vraiment, je dirais, en lien avec plutôt l'inconscient. Et il faut vraiment pas se dire ça va être ça, la réponse, ou ça va être ça. Sinon, bien sûr, nous aussi, on peut avoir une influence dessus. Ben ouais, parce qu'en fait, j'allais te poser cette question, mais je pense que c'est la question évidente de toute personne qui commence à pratiquer le pendule, c'est comment ne pas l'influencer et comment être sûr qu'une fois qu'on a obtenu une réponse, c'est pas une réponse qui a été influencée. Exactement. Comment être sûr? Déjà, je pense que ça prend beaucoup de pratique, déjà d'une part. Et d'arriver en fait, on dit qu'il faut arriver à se détacher, mais on peut pas être détaché complètement puisqu'il faut être quand même assez présent au moment où on va poser la question. C'est la qualité des questions aussi qui va aider à avoir une bonne qualité de réponse. Et vraiment
poser sa question comme il faut et ensuite de ne pas avoir d'attente, vraiment, de n'avoir aucune attente sur la réponse qui peut venir. On comprend le principe, mais c'est vrai que, enfin, moi personnellement, tu vois, pour l'avoir utilisé, pour l'avoir pratiqué, alors pas très longtemps, mais je me suis toujours posé la question de, ok, là j'obtiens une réponse, mais comment je suis sûr que c'est la bonne réponse, quoi? Ouais, comment on est sûr d'avoir la bonne réponse? Alors il faut savoir aussi quand on pose une question, c'est toujours en lien avec ce qui est à l'instant T. En fait, c'est ça, aujourd'hui, si je pose une question toute bête sur la météo, déjà, il faut savoir où exactement, à quelle heure, j'ai demandé quel temps va-t-il faire aujourd'hui à Paris à midi, mais entre-temps, il peut aussi se passer d'autres choses qui vont faire que ça va varier, donc c'est vraiment souvent des réponses qu'on a sur l'instant T. Ça peut varier d'une journée à l'autre également. Ouais, ouais, ouais. Et tu vois, avant de l'utiliser, est-ce qu'il y a une sorte de protocole, de choses à mettre en place, d'état modifié de conscience dans lequel tu te places, ou c'est quoi c'est ce qui est un rituel, quoi? Ouais, c'est ça. Je pense que je pourrais comparer à toutes sortes de petits rituels ou d'états dans lesquels des magnétiseurs peuvent être. Avant de procéder, déjà, il va falloir bien se nettoyer énergétiquement, bien se protéger aussi énergétiquement, bien se créer surtout une bonne protection parce que on peut essayer de capter des choses de l'inconscient, mais quand on cherche certaines réponses, surtout sur ce qui est du niveau subtil, il se peut aussi qu'on capte des trucs pas très sympas. Et donc c'est vraiment là-dessus. Et bien sûr, après en radiesthésie, il y a toutes sortes de protocoles. Vraiment, il y a des choses qui sont vraiment à suivre. C'est une technique où, bien sûr, il faut laisser venir à soi ce qui vient, mais il faut aussi être vraiment carré dans la manière dans laquelle on va procéder. C'est-à-dire être carré, ça veut dire quoi? De surtout très bien suivre les protocoles, mais surtout bien choisir les mots qu'on va utiliser. Être très spécifique dans l'utilisation des mots et la tournure des phrases pour ne pas qu'il y ait soit un sous-entendu ou un manque de clarté dans les questions qu'on va poser. D'accord, c'est-à-dire que en fait, la question que tu vas poser et qui va déclencher la réponse du pendule, elle doit être formulée d'une certaine manière pour éviter tout biais de perception, c'est ça? Exactement. Ok. Et ça s'apprend? Oui, ça s'apprend, bien sûr. Ça s'apprend, surtout en France. Bon, il y a beaucoup de personnes qui forment. Alors déjà, de par la géobiologie, surtout pour l'utilisation du pendule, dépendamment après de ce qu'on cherche vraiment et de la manière dont on souhaite l'utiliser. Oui, il y a plusieurs... ça s'apprend. Ça s'apprend. Je ne conseillerais jamais à qui que ce soit de jouer avec un pendule sans avoir des notions, déjà rien que de protection, tout simplement. D'accord, parce que justement, c'est quoi les risques de s'entraîner avec un pendule sans avoir aucune notion de protection ou de protocole? Écoute, je vais te le dire, moi je l'ai fait au début. Hein. J'ai fait partie de ces personnes qui voulaient tout essayer par elles-mêmes en lisant un peu tout ce qu'elles trouvaient et de tester et sans vraiment me protéger correctement des parasitages. Déjà, une des premières choses, ça va être vraiment d'être parasité, de perdre de l'énergie aussi. Ça peut faire perdre de l'énergie et c'est surtout dû à ces parasitages. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a des, entre guillemets, des entités ou des parasites énergétiques qui viennent se coller à tes corps subtils et qui vont te manger un peu d'énergie, c'est ça? Ok, ok. Et au-delà de ça, est-ce que, sans qu'on parle d'attachement, donc de ces entités qui pourraient se coller, est-ce que quand tu vas capter une réponse, est-ce qu'il y a, tu vois, comment est-ce que tu peux être sûr que c'est bien ce que tu appelles ton inconscient qui vient te délivrer la réponse? Comment est-ce qu'on est sûr que cette réponse, elle n'est pas influencée par d'autres énergies plutôt malveillantes qui voudraient lui faire dire ce qu'ils veulent, quoi? Ouais. Il y a une chose qui est importante aussi, c'est de pratiquer, en tout cas du moins la radiesthésie aussi, de le faire dans un lieu qui est neutre ou dans lequel on est compatible énergétiquement. Ça peut être déjà une des choses qui vont favoriser. Comme moi, je sais que je le fais constamment de chez moi, à distance, pour cette raison. Pour pas être impactée par ce qui pourrait venir à moi en allant faire un nettoyage dans la maison de quelqu'un. Parce que oui, ça peut arriver.
Ça peut arriver, on peut se faire parasiter, mais les réponses peuvent être totalement influencées par une entité qui est présente et qui n'aura pas envie de dégager et qui aura envie de jouer un peu avec la personne qui y va. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Il y a des personnes qui sont probablement plus aptes que moi à aller sur les lieux pour le faire. Mais de mon expérience dans certains lieux, je sais que de travailler dans un lieu neutre qui a été nettoyé, qui est protégé, où je sais déjà que j'ai mis en place pas mal de choses pour ne pas que ça vienne interférer, ça m'aide déjà pas mal là-dessus. Ça m'aide pas mal. Après, vraiment, si on veut savoir s'il n'y a pas une entité qui joue avec nous, ça va être aussi dans la logique, je dirais, des réponses. Parce que souvent, s'il y a quelque chose qui vient nous parasiter, ça va pas tenir debout. Parce que si on va faire un soin sur une maison, on va aller dans un ordre en particulier. Si on le fait sur une personne, on va d'abord travailler sur l'aura, les corps subtils, les chakras. Il y a des choses qui vont pas être logiques. Il y a des choses qui vont pas tenir en place. Et de là, on peut se dire, ah, il y a eu un bug là. Il y a quelque chose qui a été, qui a intercepté un peu mon travail. Et à ce moment-là, faut tout refaire, quoi. Donc, Ouais, c'est-à-dire que s'il y a des choses qui te paraissent incohérentes dans les réponses ou l'enchaînement des réponses, c'est que problème, il y a peut-être un truc à les nettoyer avant, quoi, c'est ça? c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Et toi, tu parlais de protection concrètement avant de démarrer une séance. Comment est-ce que tu te protèges? Est-ce que c'est des prières? Est-ce que c'est des intentions? Est-ce qu'il y a, je sais pas, des pierres? Enfin, c'est quoi ton protocole à toi? Mon protocole à moi, déjà, c'est de prendre une bonne douche le matin, même si j'en ai pris une le soir. Surtout si je vais faire un soin sur quelqu'un, c'est vraiment d'être clean, au possible. C'est déjà la première des choses. Ensuite, je peux effectuer un nettoyage avec certains mouvements où je vais visualiser vraiment que je me nettoie de tout ce que je peux avoir sur moi. Ça aussi, ça peut être une des choses à mettre en place. Et après, en radiesthésie, ce qui est bien, c'est qu'on peut avoir des informations un peu quantitatives. Donc, je peux aussi vérifier si j'ai encore certaines pollutions sur moi, s'il y a quelque chose, si je suis vraiment apte aussi à commencer le travail ou pas. Ça, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. C'est-à-dire que avant de démarrer mettons, je sais pas, un travail sur un lieu, tu vas toi-même te scanner, entre guillemets, savoir si c'est ça? Absolument, Et, ouais. et c'est le Ouais. pendule qui va te répondre oui, t'es clean ou non, t'es pas clean, quoi. Exactement, ouais, c'est le pendule qui va me répondre. Bon, après, j'ai certaines pierres que j'ai toujours à côté de moi sur mon bureau. J'ai toujours un bol de gros sel quand je fais un soin. Je peux émettre l'intention que tout ce qui est négatif aille se mettre dedans. Vraiment, après, c'est beaucoup de visualisation aussi. Il y a beaucoup de techniques de visualisation. Je pense que l'important, c'est de choisir celle qui nous parle le mieux, bien sûr. Mais je te dirais que c'est au fil du temps que j'ai réussi à trouver celles qui me correspondent le plus. Oui, enfin, ce que tu dis par là, c'est qu'il n'y a pas un mode de fonctionnement qui pourrait s'adapter à tout le monde. C'est chacun qui doit trouver son propre rituel, c'est ça? Oui, je pense aussi parce qu'on a tous un peu une constitution énergétique qui est différente. Il y a des personnes qui vont être plus prédisposées à se faire parasiter, d'autres un peu moins. Ça dépend aussi beaucoup de nous. Et c'est important d'arriver à trouver son protocole à soi, en tout cas son rituel à soi, je veux dire. Justement, tout à l'heure, tu parlais de prédisposition en donnant l'exemple de ton conjoint. Euh, La question c'est, moi tu vois, j'ai toujours en tête que on a entre guillemets des prédispositions en termes de capacité, soit on est plutôt visuel, soit on est plutôt auditif, soit on est plutôt kinesthésique, donc dans le ressenti physique. Est-ce que pour pratiquer le pendule, faut avoir une perception kinesthésique, donc dans le corps développée, ou est-ce que ça n'a rien à voir? Bonne question. Pour pratiquer le pendule, en fait, c'est vraiment une technique, ça s'apprend. Donc tout le monde peut le faire. C'est pas, je dirais vraiment pas qu'on a un don si on pratique le pendule. C'est vraiment avoir l'envie de l'apprendre et surtout de bien pratiquer. Ouais, je pense que si ça répond à ta question, c'est Ouais, vraiment ouais, ça. ça répond à la question. Ça veut dire que voilà, il faut pas avoir un terrain déjà fertile, déjà développé de perception. On peut commencer entre guillemets de zéro, même si on commence jamais vraiment de zéro, parce qu'on a tous une intuition ou quelque chose qui est développé, même si on l'a pas porté à sa conscience. Mais en tout cas, il n'y a pas besoin d'avoir déjà effectué un travail sur ses perceptions, sur des ateliers de développement, etc., avant de commencer à pratiquer, quoi. Pas forcément, non, ça peut s'apprendre comme ça. En fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que
les humains, en tout cas nous, les êtres humains, on est un peu comme des antennes, on est quand même reliés à deux énergies, il y a les énergies telluriques, il y a les énergies cosmiques, et on capte un peu ça, et c'est vraiment arriver à comprendre que ce sont ces énergies, c'est aussi en fait en lien avec l'inconscient évidemment, mais une fois qu'on arrive à comprendre ça et à le pratiquer, n'importe qui peut le faire, n'importe qui. Est-ce que le pendule, tu peux l'utiliser pour, tu sais, des notions de guidance personnelle où tu peux un peu discuter avec tes guides, obtenir des conseils? Et si oui, comme j'ai en tête que moi, le pendule, c'est lié forcément à à des tables, enfin mince, des cadrans, dont tu l'as parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il faut déjà préparer ses propres cadrans? Est-ce qu'il y a des cadrans, tu vois, adaptés à chaque situation? Ou est-ce que tu n'as pas forcément besoin de cadran finalement? Alors, je pense que en tout cas pour ce qui est de la connexion avec les guides, euh, je ne le fais pas avec mon pendule. J'ai appris différemment à le faire et je sais que parfois dans certains soins, je peux demander à être accompagnée. C'est une chose. Et on peut retrouver certaines informations sur certains sites internet pour entrer en communication avec ses guides. Euh, Apprendre aussi avec un peu de recul ou avec beaucoup d'expérience parce que on ne sait pas toujours avec quoi on va entrer en contact, même en utilisant un pendule, surtout si on débute. C'est super important de pas juste aller imprimer des planches de radiesthésie qu'on peut trouver en ligne si on débute et qu'on n'a pas au préalable, en tout cas, des moyens de se protéger efficacement, en tous les cas. Je pense que les guides, vraiment, c'est quelque chose où on n'a pas forcément besoin du pendule et c'est tellement plus beau de le faire sans le pendule, en tout cas pour les Du guides. coup, tu le fais comment? Moi, j'ai mes petites... j'ai beaucoup de... Comment je dirais? Ça va dépendre. Ça va beaucoup dépendre de comment je vais le faire, mais souvent, c'est avant une séance où je vais vraiment être posée, où je sais que je ressens, en fait, quand ils sont là. Donc, je leur demande tout simplement de venir m'aider pendant un soin et j'arrive à ressentir que je suis pas toute seule, mais dans le bon sens. Il y a vraiment une énergie différente qui se met en place. C'est surtout comme ça que j'arrive à le ressentir. Et pendant un soin, des fois, je peux être un peu guidée ou c'est un peu comme si j'entendais oui, fais comme ça ou non, fais pas comme ça. Parce qu'il y a des fois, il y a des choses auxquelles il faut pas toujours toucher sur une personne. Et j'arrive un petit peu à ressentir. Quand c'est le oui, c'est aussi mon corps qui se met en avant. Quand c'est le non, c'est un peu un recul en arrière. C'est des petites choses comme ça, mais ça se met en place avec le temps, je dirais. Si je t'en reparle dans un an, ce sera peut-être encore d'autres... tu vois ce Ouais. que je veux dire, Oui, donc ce que je comprends, c'est que déjà, il y a une notion de vibration, c'est-à-dire que tu ressens un peu que l'atmosphère change et que tu sens qu'ils sont présents parce que l'atmosphère est voilà, un peu différente. Et puis après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un peu chacun met en place ses propres codes qui correspondent aussi à ses perceptions, à sa manière de se capter, enfin, de capter l'invisible. Et toi, ça fonctionne par le corps, c'est ça? Ouais, c'est surtout par le corps, ouais. Mhm. Ok. Justement, alors dans ta pratique à toi, dans ton quotidien, enfin, comment tu utilises le pendule? Dans quel cas concret on vient te solliciter? Alors, la plupart du temps, autant je me suis formée vraiment pour nettoyer les lieux, autant on vient me solliciter pour d'autres problématiques. Souvent, ça va être des personnes qui vont ressentir comme des blocages dans leur vie, surtout l'impression de ne plus y voir plus clair, de plus savoir dans quelle direction elles vont et de ne plus arriver à avancer, de se sentir aussi vraiment bloqué sur certains points. On peut venir me voir pour des problèmes d'anxiété, de stress, de sommeil, des problèmes après, plutôt des pathologies aussi. J'ai beaucoup de choses liées au stress, mais comme la fibromyalgie par exemple. Ça dépend vraiment et ça dépend des périodes. J'avais une période où toutes les personnes qui venaient me voir, je me sens bloquée dans ma vie, je n'arrive plus à avancer. Il y a des fois, on vient me voir parce qu'on a l'impression de perdre pied ou de perdre un peu comme une notion d'équilibre et de plus avoir les idées claires. Donc ça, c'est souvent des problèmes d'ancrage, de centrage ou peut-être l'aura qui peut être un peu décalée. Donc ça dépend quand même pas mal. Et sinon,
quand il y a des tensions dans un lieu, alors c'est surtout au niveau des couples, qu'on vient me voir en me disant écoute, on se dispute, mais quand on se demande pourquoi on se dispute, on ne sait pas pourquoi. Et c'est souvent quand on est dans le salon ou dans la cuisine, comme s'il y avait quelque chose qui allait impacter un peu l'ambiance générale dans la maison. Et c'est aussi pour ça qu'on peut, en tout cas, qu'on est venu me voir jusqu'à maintenant, je dirais. Ok, on va revenir sur les lieux, mais tu as dit un truc qui m'intéresse juste avant là. Donc les personnes qui par exemple viennent te voir avec une notion de effectivement je suis bloqué, j'ai l'impression de pas avancer dans ma vie. Toi concrètement, bon la personne te pose ce constat-là. Qu'est-ce que tu fais juste après? Alors déjà, je vais entrer en contact avec la personne et je vais discuter avec. J'ai quand même des questions à poser, déjà sur le point de vue médical. J'ai quand même des choses. La personne doit être informée aussi que un soin en radiesthésie, ça va pas compléter un traitement médical ou quoi que ce soit. J'ai besoin quand même d'en savoir plus sur la personne. Ça, c'est aussi important et j'ai besoin que la personne soit au courant de comment je procède. Ensuite, vraiment d'essayer de poser des questions, à savoir depuis combien de temps, est-ce qu'il y a eu des événements, est-ce qu'il y a eu quelque chose en particulier qui a marqué un point de départ à tout ça, pour essayer déjà de remonter à la situation et de voir ce que ça a pu générer chez la personne aussi. Donc c'est ça surtout, il y a un temps d'écoute vraiment avant une séance. Ça peut être 1 heure avant comme la journée avant, ça dépendra de la personne et de ses disponibilités, mais il y a vraiment un temps d'écoute assez important D'accord. aussi Donc avant de faire temps une d'écoute, séance. une fois que le temps d'écoute il est fait, concrètement, qu'est-ce que tu fais toi avec le pendule ou pas d'ailleurs? Eh ben déjà, je vais rechercher toutes les sortes de déséquilibres qui auraient pu causer la raison pour laquelle la personne vient me voir. Donc déjà, c'est un peu émettre une intention au début, d'arriver à faire en sorte que la problématique, qu'on puisse arriver déjà un peu à éplucher toutes ces couches pour remonter à la source de la problématique, pour arriver un peu à nettoyer ce qui a pu causer tout ça. Après, il y a plein de facteurs différents et quand on travaille sur une personne, c'est très similaire aussi au magnétisme ou autre. On peut travailler sur l'aura, sur les corps subtils, sur les chakras, sur les méridiens, vraiment tout l'aspect énergétique. Donc, à voir après ce qui est en déséquilibre et ce qui a pu causer les déséquilibres aussi. Et c'est là que même après la séance, il y a quand même un moment d'échange qui doit être fait. Alors de par un compte-rendu, mais aussi de vive voix, parce qu'il y a des personnes qui ne seront pas toujours prêtes à entendre certaines choses. Donc j'ai besoin aussi de savoir comment amener ça, parce qu'il y a une prise de conscience qui doit être faite aussi du côté de la personne pour pas que ça se remette en place automatiquement. C'est aussi important d'être conscient de ce qui a pu causer certains déséquilibres. D'accord, donc en fait, si je comprends bien, à partir du moment où l'entretien a été effectué, après toi tu vas faire une sorte de travail d'enquête qui va t'amener sur différentes pistes, et chacune des pistes, tu vas aller creuser de manière à obtenir un scénario le plus juste possible. C'est de ce scénario dont vous allez ensuite échanger pour débriefer entre guillemets et puis aller voir si la personne elle est bon, comme tu disais un peu elle est capable d'entendre ou si ça lui parle ou pas du tout, ce genre de choses quoi ça. Voilà, ouais, c'est ça, c'est ça. Après, bon, il y a des choses, on peut venir me voir pour une problématique et bizarrement, je vais trouver des trucs complètement différents, comme s'il y avait des problématiques un petit peu sous-jacentes à aller explorer avant d'arriver à celle que la personne a pu conscientiser, parce que des fois, on conscientise quelque chose, mais parce qu'il y a eu quand même des petites couches avant qui ont fait que, et c'est peut-être là aussi qu'il faut aller chercher avant. Donc oui, ça va dépendre. C'est dans un sens comme dans l'autre, en fait. Ça dépend. C'est vraiment pour chaque personne, c'est différent. Hmm. Et toi, quand tu fais ça, quand tu donc fais ce travail d'enquête, est-ce qu'à côté de ça, tu as d'autres canaux qui s'activent ou tu sais, tout à l'heure, tu disais, bah, quand tu fais un soin, parfois tu es amené vers tel endroit ou tel endroit et tu as l'impression d'être guidé. Est-ce que c'est la même chose quand tu es avec le pendule? Absolument. Ouais. C'est exactement la même chose avec le pendule. Après, il peut se passer... Enfin, il peut, non. Très souvent. Il y a des petites choses qui se passent autour de moi quand même. C'est-à-dire? Si je suis... Alors, la plupart du temps, c'est arrivé quand je devais faire partir une âme errante qui était collée sur le corps subtil d'une personne. Il faut savoir que si on a une âme qui est un peu collée à nous, ça va aussi nous pomper de l'énergie.
Et donc souvent, il faut leur demander bien gentiment de partir, de se décoller du corps de cette personne. Parfois, elles veulent et parfois, elles n'ont pas envie. Et donc des fois, elles ont besoin d'un petit coup de pouce pour remonter ou pour aller en tout cas là où elles doivent être. Et puis parfois, elles sont bien contentes d'être sur quelqu'un et elles n'ont pas envie. Et c'est là qu'il faut aussi être un peu plus ferme. Alors, pas en les dégageant pour les envoyer n'importe où. C'est souvent sous un autre plan. On peut appeler ça un plan d'attente, je pense, où on peut les mettre en attendant qu'elles décident de partir, mais sans que ça vienne affecter la personne. Et c'est souvent à ces moments-là que j'ai eu, pas forcément des manifestations, mais de sentir un bon petit coup dans ma main avec le pendule qui part de l'autre côté de la pièce, par exemple. Au moment de vouloir faire partir, au moment de... Voilà, c'est des petites choses comme ça qui peuvent m'arriver, ou parfois de voir passer tout simplement devant moi, ou d'entendre une porte qui va se mettre à claquer dans la maison d'un autre côté. Donc, d'où l'importance de la protection. Et puis même moi, chez moi, avant et après un soin, je nettoie toujours ma maison, ouais. Sinon ça serait pas possible, quoi. Ouais. D'ailleurs, on dit souvent que le pendule, après chaque exercice, il faut le nettoyer et le purifier. Absolument. C'est à cause de ça, j'imagine, c'est pour éviter tout résidu énergétique. C'est ça. Et puis le pendule, en fait, c'est un outil. Il y a des personnes qui sont tout à fait capables de canaliser avec leur corps et de faire probablement la même chose que moi avec leur corps et avec leur ressenti. Moi, j'utilise un pendule comme outil, mais c'est lui, du coup, qui va aussi bien, qui va s'absorber aussi de pas mal de choses, qui va travailler. Donc, il a besoin d'être nettoyé et il a besoin d'être rechargé. Pour ça, il y a plusieurs choses, mais on peut travailler avec des objets qui émettent des ondes de forme, comme la coquille Saint-Jacques. Déjà, c'est vraiment en radiesthésie, c'est ce qu'on nous conseille le plus. C'est vraiment de la laisser dans une coquille Saint-Jacques avec le petit opercule noir qui est encore bien présent. C'est important, et de les laisser se recharger, comme ça. Sinon, à la sauge, etc., il y a d'autres moyens. Mais oui, c'est très, très important de prendre soin de ces outils aussi. Ok. Donc les gens viennent te voir pour eux, évidemment, pour des situations de blocage, mais comme tu le disais, pour aussi des lieux. Là, c'est un peu la même idée, c'est-à-dire une phase d'entretien avec la personne pour comprendre ce qui se passe, et ensuite le travail d'enquête sur le lieu à proprement parler. Alors, pour les lieux, ça s'amène souvent différemment. Pour les lieux, c'est souvent comment je pourrais dire, quand on vient me dire que mon enfant ne dort pas bien, il y a des exemples. Par exemple, mon enfant ne dort pas bien, ou on a des tensions. Donc les personnes vont avoir tendance à vouloir aller sur un soin sur eux en premier, et c'est souvent après qu'on va travailler sur les lieux. Si on me demande un nettoyage sur un lieu, je vais aussi aller essayer de nettoyer un peu les personnes, parce que l'un va pas sans l'autre. De toute façon, c'est important, on peut être impacté par le lieu, tout comme on peut impacter le lieu nous-mêmes. Donc il y a aussi, c'est aussi important de savoir parfois allier les deux quand c'est nécessaire. Et pour les lieux, si c'est le même principe, écoute, pour les lieux, on va déjà rechercher tout ce qui est dans la terre, dans le sol, toutes les nuisances qui peuvent être causées par des nuisances géobiologiques, tout simplement. La terre, c'est aussi c'est vivant, ça vit, ça bouge, et les humains, tout comme les autres êtres vivants, les animaux et les plantes, sont impactés par cette terre, par les nuisances qui peuvent être causées par cette terre. Alors attention, bien sûr, il y a beaucoup de positifs, il y a des endroits où c'est très positif, mais il ne faut pas l'oublier, parce qu'on a souvent tendance à axer toujours sur le négatif, mais il y en a aussi qui peuvent venir nous impacter. Et donc de là, on peut aller rechercher déjà s'il y a des failles sèches ou failles humides. Souvent, celles qui nous impactent le plus, ce sont les failles qui sont humides, donc ça voudra dire qu'il y a une nappe d'eau pas très loin, et c'est ça qui va venir créer certaines nuisances. On peut aussi travailler sur les nappes d'eau en tant que telles. L'eau contient des mémoires. On va dire qu'une eau qui est passée sous un cimetière et qui vient se stagner sous sa maison, c'est peut-être pas toujours bon. Alors après, il y a des mémoires positives, des mémoires négatives. Surtout l'eau, c'est à prendre un peu différemment, parce que s'il y a un point d'eau vraiment souterrain, il faut aussi voir la totalité du terrain, comment ça va impacter. Est-ce que ça va plutôt apporter du négatif ou plutôt générer de la vie, aider à un certain développement? Ça peut être aussi positif comme négatif pour l'eau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cheminée cosmotellurique. Vas-y. Ça aussi. Tu veux savoir? Vas-y. Ok. Tu me dis après. Cheminée cosmotellurique. Alors, on va le visualiser un peu comme des grands tubes qui vont partir du sol et qui vont être connectés à l'énergie. Alors, l'énergie du sol, c'est l'énergie tellurique.
Et l'énergie cosmique, c'est vraiment l'énergie qui vient du ciel. Et il y a beaucoup de géobiologues qui vont considérer que ces cheminées-là sont vivantes parce qu'il y a comme un mouvement qui va s'effectuer entre les énergies telluriques et les énergies cosmiques. C'est un peu comme si elles respiraient. Et ces cheminées-là, elles sont assez particulières parce qu'elles se déplacent aussi. Donc, il y en a qui vont émettre un peu des nuisances négatives, d'autres pas trop, mais on sait que, en tout cas, de ce qui a été écrit dans certaines recherches, surtout en géobiologie, pour un corps humain, c'est pas bon de rester de manière prolongée sur une de ces cheminées-là. Ça va venir impacter aussi le vivant, donc à ce moment-là, on peut pas les enlever, on peut pas les neutraliser, je peux pas non plus aller modifier ce que la Terre produit d'elle-même. Par contre, je peux demander à les déplacer à un endroit où ça ne nuira ni aux personnes, ni au voisinage. Bien sûr, faut pas l'emmener chez le voisin non plus. Faut vraiment être sûr que... choisir son voisin, quoi. Celui qu'on n'aime pas. Oui, voilà, c'est ça. Mais vraiment, en gros, c'est vraiment ça. Et des fois, c'est assez difficile à déplacer. J'en ai eu une récemment où je me rendais compte qu'il y avait vraiment... Ça bougeait pas, quoi. Ça voulait pas bouger. Et là, c'est vraiment différent. C'est une des premières fois où je me suis dit... essaye de te connecter vraiment à la Terre et de voir si tu peux avoir un peu d'aide de ces énergies-là pour le faire bouger. Et ça a fini par partir, écoute. Donc, c'est après, voilà, il y a ça, les cheminées cosmotelluriques. Et après, on va dans le plus subtil, on va surtout dans ce qui est mémoire des lieux, les mémoires des murs. Donc, est-ce que tu veux que je t'explique aussi? Non. J'étais en train de me dire, tu vois, quand on parle de géobiologie, souvent les géobiologues te disent que y a le travail en amont qu'ils vont faire effectivement au pendule, et puis après le travail sur place. Du coup, ma question, c'est toi qui travailles à distance uniquement, si j'ai bien compris. Est-ce que selon toi, on peut aller dans la même profondeur de travail que quand on est sur place? En fait, j'irais comparer un peu les géobiologues, excuse-moi, aux médecins. Et puis, moi, je vais vraiment rester sur l'aspect un peu énergétique. Donc, je peux travailler sur les nuisances. Si je vois qu'il y a, je sais pas moi, un réseau négatif, un croisement Hartmann-Curie à un endroit, ce qu'on appelle un point étoile, et qui va pouvoir générer pas mal de soucis chez un habitant, je vais pouvoir arriver à travailler sur les nuisances. Par contre, je vais quand même recommander de déplacer le lit si c'est là qu'il dorme, d'effectuer certaines modifications. Un géobiologue qui vient, par exemple, lui, va pouvoir déposer carrément sur le terrain, effectuer des modifications aussi sur le terrain. Il y a des pierres, j'ai oublié le nom, comment ça s'appelle? Ça ressemble à des petits dolmens, des pierres j'ai oublié le nom. Ça ressemble un peu à de l'acupuncture qu'ils vont faire sur la Terre, en fait. D'accord, donc ça, c'est uniquement des choses que tu peux faire quand tu es sur place. Toi, ce que tu vas faire, c'est faire un peu le constat de quelle est l'ambiance un peu énergétique, s'il y a des choses qui ressortent. Mais il y a et puis il y a quand même des moyens d'action que tu as. Tu parlais tout à l'heure de déplacer ces cheminées. J'imagine que tu peux aussi créer de la protection pour les habitants. Absolument. C'est genre de choses, non? Créer de la protection et puis donner certains conseils aussi sur la manière dont ils peuvent nettoyer le lieu en fonction de ce qu'on va trouver. C'est aussi important de savoir à quoi on a affaire avant de dire on va protéger comme ça ou on va nettoyer comme ça. Il faut savoir s'adapter aussi un peu à ce qu'on trouve. Donc, bien sûr, oui, je peux faire une partie du travail, mais j'aime bien aussi laisser des conseils, des choses à mettre en place pour les personnes avec lesquelles j'ai travaillé également, qu'elles peuvent faire d'elles-mêmes. C'est comme de la maintenance, c'est un peu ça. C'est ça. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut pas faire avec le pendule? Il y a des choses qu'on peut pas faire et je pense qu'après ça relève vraiment de l'éthique aussi. De pas aller se connecter sur une personne mais ça peut être comme en magnétisme ou comme une personne qui fait du tarot par exemple il y a plein de pratiques. C'est les mêmes limites en fait. C'est ne pas aller chercher sur quelqu'un quelque chose que la personne n'a rien demandé, même si on est convaincu que ça va l'aider. Si la personne de son plein gré n'est pas venue et n'a pas demandé, de ne pas aller jouer ou aller faire de la divination ou chercher quelque chose ou des informations sur des personnes. Puis de toute façon, d'un certain côté, je suis même pas sûre que ça fonctionnerait si bien parce que s'il y a une certaine d'attachement ou de lien qui puisse être toxique ou autre, même un lien plus positif, on peut toujours être influencé par ça.
on peut toujours être influencé et je suis même pas sûre que le pendule il ira donner une bonne réponse. Mais vraiment, c'est des choses qu'on peut pas faire. C'est, oui, d'entrer dans le champ énergétique d'une personne qui n'a rien demandé et même un lieu, tout simplement. D'accord. Comme par exemple, tu sais, je te disais tout à l'heure, j'ai vécu dans cette maison, oui, c'est passé plein de choses. Maintenant, avec le recul et l'expérience, si j'ai envie de savoir, je pourrais. Mais il y a d'autres habitants maintenant, il y a d'autres personnes qui vivent je peux pas en fait entrer comme ça chez quelqu'un sans, voilà, mais après ça relève vraiment de l'éthique mais c'est important de vraiment de respecter ça. Alors pour le coup, on a testé. Enfin, tu as testé sur mon terrain, un terrain qu'on a acheté l'année dernière. Et donc j'ai pu vivre ce que c'est que d'avoir un peu ton avis et ton travail sur ce terrain, sur cette maison. Donc je peux témoigner du fait qu'effectivement j'étais assez surpris du degré de détail dans lequel tu peux aller, des informations qui peuvent être ressorties. C'est hyper apprenant pour le coup sur le lieu dans lequel on vit. Donc voilà, je tenais à témoigner de ça parce que c'est important aussi de savoir quel degré d'information on peut aller chercher. Et pour le coup, moi j'étais assez surpris. Je ne m'attendais pas en fait à avoir ce type d'informations et puis des choses très précises qui vont venir un peu confirmer des sensations et des intuitions que nous on avait sur des endroits de la maison. En l'occurrence, tu vois, dans ma maison, donc il y a, sans aller trop dans le détail, il y a une sorte de patio qui fait un peu office de puits de lumière. Et moi, j'ai toujours eu la sensation que c'était un peu un endroit clé parce que c'est comme si ça diffusait un peu quelque chose, une énergie. Et effectivement, c'est tout à fait ce que tu as vu, en l'occurrence. Donc, c'était assez pertinent, quoi. Merci. En tout cas, je suis contente de ne pas avoir été à côté de la plaque. Ok, alors pour nos auditeurs qui nous écoutent et qui s'intéressent à ce sujet, j'aimerais aussi mentionner le fait que tu as un podcast, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est connus, qui s'appelle Harmonie énergétique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce podcast, de cette initiative de ta part, à quel besoin ou sur quelle motivation ça repose? Eh ben, c'est une question que je me pose encore aujourd'hui. J'ai commencé à beaucoup travailler sur moi en radiesthésie avant de pouvoir travailler sur les autres personnes et je ne suis pas une personne qui aime beaucoup parler en public ou en tout cas encore moins sur des sujets qui ne sont pas toujours, on va dire, pas reconnus, mais où on peut avoir toujours une certaine appréhension, je dirais, ce qui peut être compréhensible. Hein. Mais j'ai vraiment, au début, j'ai essayé de rechercher certains podcasts là-dessus et je trouvais que alors on tombait soit vraiment dans quelque chose de trop scientifique, mais vu que ça peut apporter quelque chose aux personnes, vu qu'il y a quand même certains bienfaits, je me disais que ça serait bien de pouvoir les partager. Et pour moi, le meilleur moyen, c'était pas d'utiliser Instagram ou quoi que ce soit, c'était vraiment d'en parler de vive voix, tout simplement. Et c'est pour ça que le podcast est sorti. Alors après, bon, c'est sûr que oui, je peux parler de radiesthésie, tout comme je fais intervenir d'autres personnes qui sont dans le développement personnel ou dans les soins énergétiques aussi pour avoir un peu leur approche, pour donner en fait aux personnes tout un petit panel de ce qui peut être fait pour les aider à prendre soin d'elles-mêmes. Et je trouve qu'en écoutant une personne parler, on va aussi pas se sentir plus connecté, mais on peut quand même pas lire la personne non plus, comment je peux dire, on peut ressentir, voilà, c'est ça, on peut aussi un peu plus ressentir la personne que derrière un site internet ou derrière une page Instagram, voilà. Oui, il y a une sorte d'effet de résonance qui est un peu plus marqué. Voilà. Eh bien, je vous encourage à aller vous intéresser à ce podcast qui s'appelle donc Harmonie énergétique. Tu as déjà fait, je crois, une petite trentaine d'épisodes, hein, si je dis pas de bêtises. Ah ouais, on en est à 30. Ouais. Il y en a un qui sort. Ça commence à être sérieux. Ça devient sérieux, ça y est. Ok, super. Anastasia, pour terminer cet entretien, comme je le fais toujours, presque, quand j'y pense, est-ce que tu peux nous dire premièrement quels ont été les ouvrages ou les influences qui ont été importantes pour toi dans ton parcours? Alors, dans mon parcours, je dirais
C'est étrangement 2 livres que j'ai reçus de mon papa lorsque j'ai emménagé dans cette drôle de maison. Voilà, j'ai eu plein d'aventures. Ce sont 2 livres de Serge Boutboul, je ne sais pas si tu connais. Oui, quand même. Alors, un sur les nettoyages énergétiques et un sur la protection énergétique. C'est vraiment ces 2 premiers ouvrages où j'ai vraiment commencé à m'ouvrir à tout ça. C'est vraiment par rapport à ces 2 livres. Ensuite, il y en a d'autres. Alors, franchement, je les conseille aussi pour des personnes qui ne sont pas forcément initiées et qui ont besoin d'en savoir un peu plus sur comment effectuer même leur propre nettoyage. En tout cas, pour avoir une idée de ce que c'est, je pense que c'est bien parce qu'ils sont aussi illustrés et ça peut aider un petit peu à se visualiser, en tout cas, certaines choses. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? La médecine de l'habitat de Jacques Lamaya. Je ne sais pas non plus si tu connais, ça aussi c'est pas mal pour arriver à comprendre l'environnement dans lequel on vit, sa maison, ce qui peut venir nous nuire, comment on peut arriver à mettre en place certaines choses, il est aussi pas mal. Et pour les personnes, vu que je travaille sur les soins des personnes, j'ai un peu ma petite bible, c'est le dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. Oui, ça c'est une référence, effectivement. C'est la référence que forcément il le faut, mais je trouve que c'est super intéressant aussi. Son approche, la manière dont il explique tout ça, j'aime beaucoup. Et sinon, pour un livre plus axé géobiologie, c'est Joseph Birkner, Géobiologie de l'habitat, je crois aussi, qui est pas mal si on souhaite vraiment en savoir un petit peu plus sur tous les éléments qui peuvent un peu nous impacter. Super, écoute, c'est très intéressant. Alors, je le précise parce qu'on m'en a fait la demande. Je vais maintenant, dans le détail des épisodes, mettre aussi les références des livres qui ont été cités. Comme ça vous permettra de les retrouver plus facilement. Et j'en profite pour dire effectivement que les livres de Serge Boutboul, que tu as mentionné en premier, pour moi, c'est des références dans le sens où ils ont un côté très, très pratique, très... Voilà, on peut facilement mettre en place des choses, même si on démarre de zéro on n'a pas besoin d'avoir une grande connaissance. Voilà, s'ils ont cette vertu-là, et donc je les recommande pas. Enfin, on n'en parle pas souvent, mais c'est vrai que c'est important de le savoir. Deuxième question, qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui s'éveillent à la spiritualité, à ce monde? On est dans une époque où il y a beaucoup d'informations. Comment, selon toi, on peut aborder sereinement ce cheminement spirituel? Alors, comment on peut l'aborder sereinement? Alors, comment je pourrais dire ça? De ne pas tomber dans une soif d'informations qui sont déjà toutes faites. Je pense que ce qui vient à nous vient aussi à nous pour une certaine raison. Que si on cherche aussi à développer certains points, même sur le développement personnel, vraiment d'essayer un peu de savoir ce qu'on recherche et un peu de se laisser guider aussi, mais de ne pas tout absorber comme si c'était des notions préétablies et dures comme fer. Je pense qu'il y a aussi un certain discernement à avoir et vraiment de laisser place à ses ressentis et à ce qui nous parle aussi et à la manière dont c'est dit. D'être sûr que ça nous parle vraiment. Et qu'est-ce que je pourrais donner comme autre conseil? Ne faites pas du pendule si vous n'êtes pas protégé. Ouais, ça, je pense qu'on l'a bien compris. Ouais, non, ça le faites surtout pas. Vraiment, ne le faites pas. Voilà. C'est vraiment des choses que je peux conseiller. C'est vrai qu'on a une multitude d'informations maintenant. Ça arrive aussi de tous les côtés. Tout le monde essaye un peu, on essaye tous d'exprimer quelque chose, mais faut pas non plus que ça vienne créer un brouhaha en nous et un brouillard. Il faut, voilà. Ouais, tu as raison. Et effectivement, je répète assez souvent que toutes les informations qu'on peut vous donner, d'ailleurs c'est vrai pour toi comme pour moi dans le podcast en l'occurrence, sentez-vous libre d'adhérer complètement, partiellement ou pas du tout, si ça vous parle pas, et surtout si ça vous parle pas, allez voir quelque chose qui vous parle, c'est important. Absolument. Très bien, eh bien encore une fois merci Anastasia pour ce moment de partage très intéressant, et merci à tous les éditeurs pour votre écoute fidèle. Merci beaucoup Xavier, merci.